Okay, Governor. Are you ready? I'm ready, John. Let's go. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations. Je pourrais vraiment regarder ça en boucle. Bon, mettons-nous au travail, John. Vous vouliez que je vienne ici, je suis là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que vous avez peu de temps, gouverneur, mais cette Maison-Blanche vous fait rêver. Vous voulez vous aussi un jour prêter serment. C'est ce que vous voulez, non? C'est bien pour ça qu'on vous paie. Alors moi, John Dashville, conseiller politique des plus grands, je vais vous montrer comment on devient président. Vous montrer ce qui compte vraiment pour le devenir. Il suffit de regarder. Madame la présidente des États-Unis. Ça sonne bien, non? Pas aux oreilles de tout le monde, mais aux miennes, oui. Vous avez tout réussi. Princeton, brillantes études de droit, physique agréable, un gentil mari avocat, 2 beaux enfants blonds et un mariage heureux. Un mariage heureux? Oui, et ça ne vous regarde pas. En fait, si, gouverneur. Parce que votre vie privée ne sera plus un jardin secret si vous êtes élu. Je le sais bien, je ne suis pas une débutante en politique. Et la Maison-Blanche, ça fait longtemps que je la veux. J'étais une petite fille que j'en rêvais déjà. Et quand je voyais la Maison-Blanche, je ne voyais pas une maison de poupée. C'était déjà mon bureau. Tenez, regardez là. 1965. Mon père était conseiller au département d'État. C'était sous le président Lyndon Johnson. Vous voyez la petite fille au ballon bleu? Très bonne image. Excellente histoire. Ça, je m'en servirai. Donna, j'ai une révélation à vous faire. Scene 2, take 2. Un président, c'est d'abord un corps. Un corps magnifié, un corps exposé, un corps dissimulé, fragile, fort ou séducteur. Un corps? Quelle révélation! Concentrons-nous sur l'essentiel. Mes idées, mon programme, ma vision pour l'Amérique. C'est ce qui m'a permis de gagner pas mal d'élections depuis 15 ans. Dois-je vous rappeler que j'ai aussi quelques petits succès électoraux à mon actif? Ok, vous avez 2 minutes pour me convaincre. Donna, les idées, oui. La politique, oui. Les beaux discours, oui. Mais dans un corps, par votre corps, vous devez incarner l'Amérique. L'Amérique telle qu'elle se rêve. Le fantasme de son passé. Le fantasme de son avenir. L'Amérique, vous devez la voir littéralement dans la peau pour qu'elle puisse s'identifier à vous. C'est votre physique, le récit de votre vie qui donneront corps au rêve américain. Et mon job, c'est de vous aider à le façonner, ce corps. Intéressant. Continuez. Ce corps avant, il était quasiment invisible. Le président, on connaissait à peine sa tête. Une silhouette abstraite quelque part sur la côte Est. Et puis, c'est le début du XXe siècle. L'explosion de la presse populaire. Avec à la une des journaux, jour après jour... Le président. Le président devient le chef militaire d'une puissance mondiale, la figure cardinale de la politique américaine. Et celui qui invente les règles d'un jeu que nous suivons encore aujourd'hui, vous l'avez plein écran. Theodore Roosevelt. Et le premier commandement édicté par Théodore pour ce job, Donna, c'est qu'il faut incarner l'homme, le vrai. L'homme, le vrai? Oui, leçon numéro 1, être un héros viril. Theodore Roosevelt, ce petit intellectuel malingre et new-yorkais devenu le symbole du héros viril? Parfaitement. Drôle d'histoire, d'ailleurs. En 1884, il a 25 ans. Sa mère et sa femme meurent le même jour. L'intello change de vie, plaque tout. Direction le Wyoming, comme au bon vieux temps des pionniers. Le ranch, la chasse. Quelques années passent et le voilà officier. Ses exploits sont alors sans cesse relatés par la presse populaire. Et une fois devenu président en 1901, ça continue. Et que je te montre mes randonnées, mes parties de chasse. Un peu rustique, non? Au contraire,
Roosevelt arrive au moment de la fin de la conquête de l'Ouest, de la fin des pionniers. Ce sont justement ces repères perdus de l'Amérique que le peuple retrouve préservés en lui. À intervalles réguliers, il nous faut un héros au large bras, protecteur et fécond, un type capable, comme l'écrivait Norman Mailer, de capter l'imagination secrète d'un peuple et d'enrichir la virilité de son pays. Regardez Ike Eisenhower, autre héros de guerre élu triomphalement en 1952. The man from Abilene. War comes. Is this country really ready? It is not. Eisenhower knows how to deal with the Russians. He has met Europe's leaders, has got them working with us. Elect the #1 man for the #1 job of our time. Dommage, ça ne se termine pas très bien pour Ike. Quelques infarctus plus loin, et le voilà contraint de regarder impuissant les soviétiques balancer leur Spoutnik dans l'espace en 1957. La fin des années 50. Vous n'étiez pas né, mais imaginez. Sale temps pour le mal américain. Un vieux président malade, les rouges qui vous narguent, et des maris enfermés entre leur boulot et leur maison de banlieue tirés au cordeau, bien à l'abri de tous les dangers. La bombe atomique, la secrétaire sexy, les féministes qui commencent à donner de la voix. Le mal américain doute, le mal américain a peur. Il a besoin d'un Commander-in-Chief digne de ce nom, Mr. Testostérone. À votre avis, qui a dit « La pire menace pour la sécurité de notre nation, c'est notre mollesse grandissante, l'augmentation de notre manque d'activité physique ». Reagan? W. Bush? Pas du tout. C'est l'homme aux 3 initiales. JFK. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Do you like a man who answers straight, a man who's always fair? We'll measure him. Il avait le bronzage doré intense d'un moniteur de ski. Et quand il souriait au public, ses dents étaient d'une blancheur étonnante, visibles distinctement à une 50aine de mètres. Le prince et le mendiant éblouis se dévisageant de part et d'autre de la rue. Bon, c'est pas de moi. C'est encore Norman Mailer. Mais dans la vraie vie, JFK avait le dos si ravagé que normalement, il aurait dû toujours marcher avec des béquilles. Il souffrait d'une maladie rare, la maladie d'Addison, qui l'aurait inéluctablement condamné à une mort précoce. Ça, c'est l'envers du décor, l'envers du corps, à proscrire. Mais si vous croyez comme tout le monde que c'est juste le côté beau gosse, dents blanches qui a marché, vous vous trompez dans les grandes largeurs. Il en fallait plus à Jack pour casser l'image aristo-dilettante, Boston, Harvard, milliardaire et bien coiffé. Il fallait montrer du courage viril. Et là, il n'a pas lésiné. August 2nd, 1943, in the South Pacific. A U.S. Navy PT boat is patrolling the Solomon. The wheel is her captain, Navy Lieutenant John F. Kennedy. Suddenly, out of the dark night, a Japanese destroyer bears down at 40 knots and rams the PT boat in two. But half the PT boat stays afloat, and Lieutenant Kennedy helps 10 other survivors hang on. Eventually, they leave the sinking hulk and swim for a small island 3 miles southwest. One man has been badly injured. Lieutenant Kennedy ties a strap to the man's life jacket and tows him with his teeth the entire distance. On the 9th day, it ends. An SOS Lieutenant Kennedy had carved on a coconut shell and given to a native, got past the Japanese and reached the Allies. Senator Kennedy never liked talking about this himself, but I was a member of that crew. And believe me, we really had it rough. Courage, endurance, leadership. John F. Kennedy has them all the way, and the way has been the hard way. C'est ça. Enfin, depuis, on sait que les choses ont été moins glorieuses. Cette histoire de sauvetage de l'équipage, un peu montée en épingle par Papa Kennedy qui veillait au grain. Aucune importance. C'était une bonne histoire et ça a marché. C'est ça qui compte. Il faut dire qu'en face, l'adversaire, c'était Nixon. Ce pauvre Nixon. Jamais eu le corps qu'il fallait. Tenez, lisez ça. Norman Mailer toujours. Il doit être obsédé par les pouvoirs qu'il pourrait employer
Si son corps fonctionnait comme un instrument de sa volonté, aussi intimement que son intelligence. Mais son corps ne lui obéit pas. Ses mouvements sont immédiatement retenus par un cerveau qui redoute plus ce que le corps peut laisser paraître que ce qu'il peut découvrir en faisant juste une fois un mouvement authentique qui obtiendrait une réaction du public. Regardez, la légende du débat politique. Nixon refuse de se faire maquiller, sa transpiration, sa barbe de 17 heures qui lui donne un air de malfrat nerveux. Et en face, Kennedy, rockstar posé, magnifique. 30 seconds and the cut, please. In 1933, Franklin Roosevelt said in his inaugural that this generation of Americans has a rendezvous with destiny. I think our generation of Americans has the same rendezvous. The question now is, can freedom be maintained under the most severe attack it has ever known? I think it can be. I think it's time America started moving again. And now the opening statement by Vice President Richard M. Nixon. Mr. Smith, Senator Kennedy. Alors vous connaissez l'issue du débat. Nixon gagnant pour les auditeurs, Nixon perdant pour les téléspectateurs. Dommage, Dick, l'avenir est avec les téléspectateurs. Donna, ce n'est pas uniquement une question de télégénie. Ce que Kennedy avait compris, c'est qu'il était l'Amérique, que sa jeunesse était la jeunesse éternelle de l'Amérique et qu'il la rendait visible à tous. If we are to accept a so-called maturity test, which finds men 43 years of age or younger unfit for leadership, then history has repeatedly violated this principle. In the lives of President Theodore Roosevelt, Prime Minister William Pitt, and a whole host of other leaders, stretching back through Napoleon to Alexander the Great. For this is still a young country, founded by young men, and it is still young in heart. We stand today on the edge of a new frontier. The frontier of the 1960s, the frontier of unknown opportunities and perils, the frontier of unfilled hopes and unfilled threats. La nouvelle frontière, c'est la réactivation du mythe pionnier, porté par le héros. Ce héros, au visage ferme, qui résiste à Khrouchtchev au moment de la crise des missiles de Cuba. On n'est pas si loin de Theodore Roosevelt avec son fusil et sa conquête de l'Ouest. Oui, Kennedy, c'était la classe du cow-boy sans chapeau. Son successeur, lui, ressort toute la panoplie. Lyndon Johnson, dont le ranch était surnommé la Maison Blanche du Texas. Mais le meilleur restait à venir. Ronald Reagan. They tell me that he came from Illinois. They say he was the all-American boy. Then he went up to Hollywood to make himself a name, and he went on to minor motion picture fame. They called him Ronald Reagan. Big Ron, Ronald Reagan. Quelle déception son élection après tous ses efforts. J'étais une démocrate tellement fervente. Regardez, j'étais une militante, une vraie de vraie. Je voulais que Carter soit réélu, moi. Donna. Mais c'était tellement évident. 1980, c'était la catastrophe. L'après-Vietnam, l'après-Watergate. L'Amérique vivait une crise existentielle. Comme en 1900, comme en 1950, un seul cri jaillit du fond du cœur de notre nation. Donnez-nous un homme, un vrai, qui saura dire et montrer qui nous sommes vraiment. Reagan égale Amérique. Vous avez lu son autobiographie? Franchement, je préfère Faulkner. Oubliez vos lectures d'intello. L'autobiographie, c'est le b.a.-ba du candidat. Écoutez comment il commence, Ronnie. Mon visage était bleu, à force de crier. Mes fesses rouges, de tant de claques. Et mon père prétend que son visage était blanc, quand il a dit tremblant d'énervement, pour un si petit bout de hollandais, il fait beaucoup de bruit. Déjà bébé, son corps était aux couleurs de l'Amérique. Magique, non?
Sauf qu'en 1980, il avait 69 ans. Alors pour un bébé... Oui, mais même son âge, il réussit à le tourner à son avantage. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. Et évidemment, il laisse filtrer des images plutôt avantageuses. Ça, c'est un conservateur bien conservé. En tout cas, si je check votre liste, Reagan a tout bon. Cowboy, tough guy. Et n'oubliez pas, pionnier d'une nouvelle frontière. Dans les étoiles, cette fois. Quel spectacle! Il lance son étoile de shérif et paf! Elle retombe en guerre des étoiles contre les desperados rouges. On a toujours besoin d'un vrai méchant pour être un vrai cow-boy. Reagan invente l'Empire du Mal. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. Il a fait des petits en matière de cow-boy. This is what Texans wear. Starting at the bottom, we wear boots, leather boots. The reason why we've got a little higher here is not for looks, but for snake bites. Then you come up to the Stetson cut pant with a nice, you can see the triangle right here. Then you get the belt buckle. This particular belt buckle not only holds my pants up, but it's got something on there that I like. It's not my name, it's the state of Texas seal. Then if you work your way up, you can see the Western cut shirt. It's got a particularly long tail to it. It's got a nice fit. And then from here up, it's all in your mind. Not seeing you. Not seeing you. This act will not stand. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running. And we'll bring them to justice. L'ange de la vengeance porte la combinaison d'un Top Gun et il dirige un western technologique. I said a long time ago, one of our objectives is to smoke them out and get them running and bring them to justice. We're smoking them out, they're running, and now we're going to bring them to justice. Il reproduit, comme Reagan avant lui, la caricature d'un cow-boy qui n'a jamais existé ailleurs qu'à Hollywood ou à Disneyland. Mais n'est pas John Wayne qui veut. Vous, par exemple, même devant un ranch avec chapeau, ceinture et Santiago, personne n'y croirait. Votre sens de l'humour nous sera très utile pour les débats, Donna. Je peux continuer? Quand on n'a pas la carrure, comme vous dites, ou qu'on n'est pas assez viril, que faire? La solution, c'est de féminiser l'adversaire. Souvenez-vous de Bush père. Il avait un sacré handicap, Bushy, vice-président très féminin de Reagan le cowboy. But one of the major questions on George Bush is he tough enough to be president? But is tough being nasty? Toughness, go out there and say something ugly about somebody? I don't think that. Le facteur Mauviette, titrait Newsweek à son sujet. Hello, hello. Nice to see you. Hi. Hi, again. Oh, come on, let's go in. Mais au pays des Mauviettes, les demi-Mauviettes sont rois. Il y avait qui en face de lui comme candidat démocrate? Le petit Michael Dukakis. Donc, objectif de Bush, féminiser Dukakis pour apparaître comme l'homme de la situation. Dukakis se fait filmer dans un char d'assaut pour jouer au dur, mais voilà ce que les républicains lui balancent. Michael Dukakis has opposed new aircraft carriers. He opposed anti-satellite weapons. He opposed 4 missile systems, including the Pershing II missile deployment. And now he wants to be our commander-in-chief. America can't afford that risk. Mais attention, Donna. Obama a été obligé de jouer dans un tout autre registre, car un noir trop viril, c'est inquiétant dans notre pays. Et quoi de mieux pour rassurer les foules qu'un beau et gentil papa poule? Alors Obama annoncerait la fin de la présidence virile?
Voilà qui m'ouvre des perspectives. Enfin, une idée encourageante, John. C'est bien pour ça que maintenant, c'est à nous de jouer. Fini le monde d'antan, les gentils, les méchants, la guerre classique chaude ou froide. Comme au poker, nouvelle donne. La grande guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre économique. Le front, c'est la crise. La panoplie du cow-boy, de Top Gun, on peut la ranger dans l'armoire de Mamie Bush. Et c'est pour ça que moi, je crois que vous avez toutes vos chances. Mais regardez d'abord un grand précurseur d'Obama. Un homme qui, lui aussi, a dû trouver une façon d'incarner la force à sa manière. Roosevelt, évidemment. Pas vraiment un parangon d'énergie héroïque, de corps triomphal. Et ses adversaires ne s'en méfient pas. Les républicains sont d'abord persuadés que jamais les Américains n'éliront un handicapé incapable de marcher tout seul. Un grand corps malade au moment où l'Amérique est plongée depuis 1929 dans la pire crise de son histoire. Justement, c'est là sa grande réussite. À quel point son corps malade puis rétabli a été la métaphore absolue de l'Amérique en crise puis ressuscitée. À un petit détail près quand même, John. Roosevelt n'a jamais guéri. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'illusion de la guérison. Récapitulons. 1921. Roosevelt a contracté la polio et perdu l'usage de ses jambes. Qu'à cela ne tienne, des mois et des mois, des années et des années de travail acharné pour apprendre à donner l'illusion de la marche. Il portait des attelles en acier, plusieurs kilos d'acier peint en noir pour se confondre avec la couleur de ses chaussures. Il ne peut faire un pas sans s'accrocher au bras de quelqu'un, son fils le plus souvent. Et pourtant, c'est ce même homme, en réalité totalement invalide, qui va devenir l'image même de l'action. En 1932, quand il est choisi par les démocrates pour être leur candidat, il fait une chose que personne n'avait jamais faite avant lui. Il file en avion à Chicago pour accepter personnellement cette nomination. Il ne cesse de mettre en scène son corps énergique. Arrivé triomphal en train. This is more than a political campaign. It is a call to arms. Give me your help, not to win votes alone, but to win in this crusade to restore America to its own people. C'est l'appel aux armes, chef de guerre contre la crise, et jamais son incapacité réelle à marcher ne sera publiquement évoquée. Évidemment, il bénéficie du silence complice de la presse. C'est seulement au retour de Yalta, en 1945, à quelques semaines de sa mort, que trop épuisé pour se tenir debout devant le Congrès réuni, il parlera pour la première fois de sa souffrance. I hope that you will pardon me for an unusual posture of sitting down during the presentation of what I want to say. I know that you will realize that it makes it a lot easier for me in not having to carry about 10 pounds of steel round on the bottom of my legs, and also because of the fact that I have just completed a 14,000-mile trip. Aujourd'hui, ce serait impossible, ce secret. Ce silence est incroyable, mais ce qu'il est plus encore, c'est le renversement qu'a réussi Roosevelt et la dimension politique qu'il a donnée à son propre corps. Non seulement le corps du président est le reflet du corps malade, puis guéri de l'Amérique, mais en plus, Roosevelt se présente comme le véritable médecin au chevet de l'Amérique malade. Et quel docteur! Le plus grand qui soit, parce qu'il vit dans sa chair ce que le malade ressent, parce qu'il fait preuve... Écoutez bien, Donna, c'est une leçon essentielle pour vous, de compassion et d'empathie. Une larme. Je veux voir une larme. Quoi? Vous plaisantez? Bon, j'essaie. Pas mal. Maintenant, prenez-moi dans vos bras. Consolez-moi. Comme ça? Parfait. Vous embrassez la nation. Vos larmes sont les siennes. Votre compassion est visible. Je ne veux pas faire ma protestante, mais inutile de faire tout ce cirque pour exprimer sa compassion. Regardez Johnson. Et je trouve cela bien plus digne d'être là, présent, responsable, sans avoir besoin de pleurer comme une fillette. Mais Donna, ce corps ému qui reste à distance, c'est fini. Il faut qu'on la voie, cette compassion, que votre corps lui tende les bras, qu'il emporte les stigmates. La bascule, c'est Reagan.
notre cow-boy postmoderne. John Wayne a le droit de pleurer, parce que quoi qu'il fasse, il le fera comme un homme. Alors évidemment, chez Ronnie, ça reste de l'alarme virile, du sanglot voilé. We will always be proud. We will always be prepared, so we may be always free. Mais le maître incontesté de l'alarme et de l'empathie, c'est Bill. I feel your pain. I feel your pain. Every day I think of you, and every night the sky gets gloomy. How could I put it for you to know? When will I meet you? Vous aviez bien exploité ça pendant sa campagne. Je me souviens très bien du débat Bush-Clinton en 1992. Ah oui, on l'avait bien préparé ce débat. Il fallait absolument se distinguer de Bush père, distant, qui ne comprenait rien aux problèmes des Américains. How has the national debt personally affected each of your lives? And if it hasn't, how can you honestly find a cure for the economic problems of the common people? Are you suggesting that if somebody has means, that the national debt doesn't affect them? What I'm saying I'm not sure I get it. Help me with the question and I'll try to Well- answer it. Tell me how it's affected you again. Um, You know people who've lost their well, jobs yeah. and lost their homes? Uh-huh. Well, I'll tell you how it's affected me. I see people in my state, middle-class people, their taxes have gone up in Washington and their services have gone down. Can I get a quick picture? I'm sorry. Come on, baby. Come on. Et d'ailleurs, depuis 2008, l'empathie est devenue la première attente de l'électorat américain. Ça tombe bien, parce que pour Obama, elle est essentielle. Part of what we've lost is a sense of empathy towards each other. We have been governed in fear and division, and we talk about the federal deficit, but we don't talk enough about the empathy deficit, a sense that I stand in somebody else's shoes, I see through their eyes. Ceci dit, Barack a plutôt du mal à extérioriser sur son propre corps cette empathie qu'il théorisait si brillamment. Bah, il s'y est finalement fait, et plutôt bien. Petit détail, Donna. Qu'un homme rende son émotion visible et pleure, c'est devenu acceptable, et même nécessaire. Mais pour une femme, c'est toujours impossible. Ce ne serait que l'expression de sa faiblesse. Pas de corps viril, pas droit aux larmes, je suis bloqué de tous les côtés. C'est quoi votre solution, John? Écoutez-moi, l'empathie, vous pouvez aussi la provoquer de l'autre côté, des Américains vers vous. Vous leur ressemblez, vous les rassemblez. Dans votre histoire, en dehors du côté grande belle fille brillante à qui rien ne résiste, il y a bien une petite faille, non? Oui, enfin, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans, ma mère s'est remise à travailler. Pour payer mes études, je suis passé de bourse en bourse, et job du soir, évidemment. Mais c'est très bien ça, gouverneur. Un traumatisme infantile surmonté, la force du poignet, et maintenant cette belle famille, l'avocat, Jenny et Jenna, adorables jumelles, le cocker. Un labrador, Terra. Parfait. Vous avez la base. Vous êtes l'incarnation de notre mythe national. N'importe quel petit Américain est un président potentiel. L'homme ordinaire. Celui qui fait le chemin depuis le fond de l'Amérique jusqu'au sommet de la Maison-Blanche, tout en restant fidèle à l'Américain authentique et modeste qu'il n'aura jamais cessé d'être. Comme tant d'illustres Américains, ses origines sont modestes. Il vient d'une petite ferme du Vermont. Il connaît les problèmes et les espoirs du peuple car il vient de la terre et aime toujours la travailler. Et ça continue, du même tonneau. The little town of Lamar, Missouri was Harry S. Truman's birthplace. Harry S. Truman is fundamentally an average American, not rich but not poor.
Not sophisticated, but far from naive. An early riser and a hard worker, and very much a family man. Having lunch with his family on the backyard lawn of his rural summer white house in the little town of Independence is symbolic of the democratic principles which motivate the life of this leader of the people of the United States. The family is equally unpretentious and American. I was born in a little town called Hope, Arkansas, 3 months after my father died. I remember that old two-story house where I lived with my grandparents. They had very limited incomes. It was in 1963 that I went to Washington and met President Kennedy at the Boys Nation program. And I remember just thinking what an incredible country this was, that somebody like me, you know, had no money or anything, would be given the opportunity to meet the president. He said his name was Jimmy Carter, and he was running for president. Then he laid out a plan of action that made a lot of sense. He talked about the government and how good it could be for you and me. Enracinement, labeur, honnêteté, malheur surmonté. Excellent film. Oui, et pour en être le héros ou l'héroïne, il faut tendre au peuple le miroir flatteur d'une Amérique rêvée. L'Amérique de la norme, puritaine, blanche, protestante. I know that I don't look like the Americans who've previously spoken in this great city. The journey that led me here is improbable. My mother was born in the heartland of America, but my father grew up herding goats in Kenya. His father my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. Barack Obama, son corps, sa biographie, difficile de trouver pire. Les adversaires de Barack ont pu s'en donner à cœur joie. Ils avaient de la matière. En toile de fond, évidemment, c'est toujours la race dont il est question. Mais il y a différents angles d'attaque pour matraquer l'essentiel. Son illégitimité à représenter le corps de l'Amérique. Alors on lance les rumeurs. Musulman, élevé à Hawaï, à peine un état d'Amérique ça. À la rigueur, un endroit où on fait du surf et où on bronze. Non seulement il est à peine américain, mais il est à peine un homme. Il est un être mystérieux venu d'ailleurs. They will call him the One. We are the ones we've been waiting for. And he has anointed himself, ready to carry the burden of the One. Can you see the light? Behold his mighty hand! Barack Obama may be the One, but is he ready to lead? Et voilà ce que font circuler les républicains sur Internet. C'est inspiré de Joker dans le film Batman. Un super-héros maléfique agrémenté d'une bonne vieille imagerie raciste. Et du côté Barack, les couleurs de l'Amérique réconciliée. Bleu et rouge. C'est tout son travail, témoigner dans son propre corps qu'il est la nouvelle incarnation du rêve américain. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out the shores, pioneers who pushed westward against the unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the president who chose the moon as our new frontier. And the king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Tout est bien qui finit bien. Mais rien n'était fini. Ils ne l'ont pas lâché. Ceux qui n'ont jamais accepté d'avoir un noir à la tête des États-Unis. Et toutes les polémiques autour de son certificat de naissance,
Un président doit être né sur le sol des États-Unis. Or, prétendent ses adversaires, Obama n'a pas prouvé qu'il était réellement né à Hawaï. Why doesn't he show the birth certificate? And why is he spending millions of dollars in legal fees to get away from this issue? As some of you heard, the state of Hawaii released my official long-form birth certificate. J'ai adoré sa réponse. Hopefully, this puts all doubts to rest. But just in case there are any lingering questions, tonight, I'm prepared to go a step further. Tonight, for the first time, I am releasing my official birth video. Let's take a look. Mais sa meilleure réponse, c'est celle-là. 2012. Regardez. Not since the days of Franklin Roosevelt had so much fallen on the shoulders of one president. Laissez-moi faire maintenant. And when he faced Métamorphose du chef de guerre en superviseur des opérations sans uniforme ni cravate. Détermination, solitude, compassion, empathie. Finalement, Obama n'est pas si différent de ses prédécesseurs. Rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai. Pour se faire réélire, il doit endosser les habits traditionnels du président avec un grand P. Mais en 2008, Obama nous a ouvert une vraie voie. Votre différence, votre sexe, peuvent être transformés en force pendant la campagne. Mais une fois élu, en revanche, à la remise la différence. Le job d'Obama, c'est désormais de faire oublier qu'il est noir. Le vôtre sera de faire la même chose. Vous ne serez plus une femme, mais the president. Votre corps doit être l'objet de toute votre attention. Parce que si vous m'avez bien suivi, vous avez compris que vous ne serez plus un seul corps, mais deux corps. D'un côté, votre vrai corps, celui qui séduit, qui souffre, vieillit, tombe malade, meurt. Et de l'autre, votre corps politique, symbolique si vous voulez, celui de la fonction, votre corps de président. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que les faiblesses de votre corps naturel atteignent votre corps politique. Mais ce corps naturel, comme vous dites, on peut quand même en dissimuler les défauts, comme je le fais avec mon maquillage. On pouvait dissimuler, Donna, mais ce ne sont pas les heures les plus glorieuses de notre démocratie. Revenons à Roosevelt. Eh bien, vous n'allez pas me refaire le coup de l'invalide qui a fait croire qu'il marchait. Mais il y a plus encore. Il y a le cancer caché, les transfusions sanguines faites sous des noms inventés. Et malgré tout, la dernière candidature de 1944. Cet homme était-il assez fort pour s'opposer aux volontés soviétiques à Yalta ? N'a-t-il pas trompé les Américains en les laissant croire que c'était bien lui qu'ils élisaient à nouveau, alors qu'en fait, ils élisaient Harry Truman, un quasi-inconnu choisi comme vice-président précisément parce qu'il ne dérangeait personne. Tout à l'heure, c'était un héros, maintenant c'est un dissimulateur. Roosevelt est mort 6 mois après avoir été élu une 4e fois. Mon père me racontait souvent que c'est la seule fois où il a vu pleurer son propre père. Dieu merci, la mort de Roosevelt va tout changer. Ça vous rend cynique, ce job. Merci, Donna. Je ne suis pas payé pour avoir un cœur. Éventuellement pour faire croire que ceux qui me payent en ont un, eux. Après Roosevelt, il y a une grande prise de conscience. L'opinion publique, les médias veulent en savoir plus sur l'état de santé de ceux qui les gouvernent. Le fameux 25e amendement, voté au milieu des années 60, oblige le président à céder temporairement le pouvoir à son vice-président en cas d'incapacité physique à assumer sa charge. Il y a quand même un sérieux bémol à ce 25e amendement. C'est le président lui-même qui détermine son incapacité. Il garde la main en quelque sorte. Mais c'est quand même la première fois que la Constitution américaine reconnaît que le corps du président n'est pas infaillible. Jusque-là, il pouvait mourir, mais pas être malade. Et on le veut souvent mort, le président américain. Lincoln, McKinley en 1901, les tentatives contre Theodore Roosevelt, Ford, Reagan. Ça vous fait peur ? À votre avis ?
Ce n'est pas l'homme qu'on vise, mais la fonction à travers lui. Et parfois, l'aura de la fonction survit à l'homme. Autour de la dépouille de John Kennedy, c'est la lutte pour capter la sacralité qui émane encore de ce corps sans vie. D'un côté, le vice-président Johnson, dans Air Force One, fait venir Jackie à côté de lui, comme pour légitimer sa prestation de serment. De l'autre, Bobby, le petit frère qui depuis Washington organise le retour du corps et veille scrupuleusement à ce qu'aucune image ne soit prise de Johnson aux côtés du cercueil. Celui qui s'accapare la relique aura le pouvoir. On se croirait revenu au Moyen-Âge. Ou aux monarchies de la vieille Europe. Le roi est mort, vive le roi. La dynastie Kennedy, c'est la transmission de la sacralité présidentielle d'un corps à l'autre. D'un risque à l'autre. Candidat favori aux élections de 1968, Bob Kennedy sort de sa victoire aux primaires californiennes et prend 2 balles, une dans l'épaule et l'autre à la tête. Ce qui nous a valu Nixon. Autre forme de confusion entre l'homme et la fonction. Haïssable mais passionnant Richard. Une lutte de tous les instants contre son propre corps. Un corps caricaturé, sans charisme. Nixon, c'était vraiment cacher ce corps que je ne saurais voir. Mais une fois à la Maison-Blanche, plus de problème avec ce corps naturel décrié. C'est simple. Il ne quitte jamais son costume de président. Personne ne doit voir qui il est réellement. Ça, on le saura un peu tard. La Maison-Blanche ressemble à la cour d'Angleterre. On ne voit guère le président, si ce n'est lors des cérémonies en queue de pie. Nixon, l'homme, cache son corps naturel derrière la fonction. Tricky Dick, Richard les coups tordus, a réussi à se faire oublier. Mais quand survient le scandale du Watergate, qui révèle sa paranoïa, ses mensonges, la mise sur écoute de tous ceux en qui il voit des ennemis politiques, c'est le retour du vrai Nixon. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Ladies and gentlemen, the President of the United States of America and Mrs. Nixon. Enlevez-lui ses habits, le roi est nu. Ne l'enterrez pas trop vite. Sans lui, on ne comprend rien à la suite. On ne comprend rien aux bourdes que vous allez devoir éviter. Sous Nixon, l'habit ne faisait pas le moine, il le cachait. Désormais, il faut montrer, tout montrer. Le vrai Carter, c'est celui que vous aviez devant les yeux. Alors, ça marche bien pour accéder au pouvoir. Mais une fois à la Maison-Blanche, c'est une autre histoire. Jimmy oublie que si n'importe qui peut devenir président des États-Unis, on ne veut pas pour autant que le président soit n'importe qui. Il réduit le protocole. Il est un peu familier avec le président égyptien Anwar el-Sadat. Et il croit à ce point aux vertus de la transparence qu'il ose faire un discours de vérité en pleine crise économique. The threat is nearly invisible in ordinary ways. It is a crisis of confidence. Non, Jimmy, on ne peut pas tout dire ni tout montrer. Son corps politique est à ce point désacralisé qu'il ne reste plus qu'un homme qui a besoin d'aide, et ça se voit. Le corps naturel défaillant affaiblit le corps politique et le ver est dans le fruit. Surtout quand le fruit est défendu. Vous suivez mon regard? Des histoires de maîtresses à la Maison-Blanche, il y en a toujours eu. C'est vrai pour presque chaque président, mais on les laissait faire, pourvu qu'ils soient discrets. Bill, évidemment, c'était une autre histoire. On lui avait pardonné déjà beaucoup d'incartades. Yes, I was Bill Clinton's lover for 12 years.
Il faut surtout se rappeler qu'il était déjà allé très loin dans l'exposition de son corps naturel. À tel point qu'au milieu de son premier mandat, après son échec aux élections, il devient urgent, lui expliquent ses conseillers, dont ma pomme, qu'il est impératif de se représidentialiser. On arrête les pizzas à la Maison-Blanche. Et alors qu'au début, il sait à peine faire le salut militaire, il devient un commander-in-chief exemplaire, suffisamment solennel. Le corps naturel ne venait plus entraver la bonne marche du corps politique. Et boum, c'est là qu'est arrivé le cyclone. Ce qu'on ne savait pas, nous, c'est qu'au moment où on travaillait jour et nuit pour resacraliser Clinton, lui, de jour comme de nuit, se désacralisait avec une très jeune stagiaire. Le cyclone Monica. Mais la première phase de l'ouragan s'appelait Paula. Ah oui, Paula Jones, je l'avais oublié. Pour accréditer sa plainte de harcèlement sexuel contre Bill Clinton, elle décrit par le menu les détails, disons, idiosyncratiques de son anatomie intime. Ce qui conduit l'avocat du président à ce démenti un peu surréaliste. The president does not have any unique characteristics in any manner, shape or form. Le corps naturel revient en force, exposé sur la place publique. Pourtant, on était serein. Il s'agissait du président des États-Unis. Et jamais on n'aurait imaginé qu'il aurait à témoigner avant la fin de son mandat. Ça m'inquiète sur votre sens de la prévoyance, John. Toujours est-il qu'au procès Paula Jones, Clinton a nié avoir entretenu une relation avec Monica. Il a donc menti sous serment et droit dans les yeux, ce qui ouvre la porte à un grand déballage public et les républicains l'espèrent à la destitution du président. Exactement. Clinton est convoqué devant le grand jury et là, il est contraint de répondre à des questions pour le moins intimes. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area you touched her genitalia, would she be lying? And that calls for a yes, no, or reverting to your former statement. I will revert to my statement on that. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would you be lying? Yes, no, or won't answer. I will revert to my former statement. Ça semblait irréel, ces questions au président des États-Unis d'Amérique. On your camera. The 30 seconds and the cut, please. Will these put on marks or just put back about like that? Stand by. 5 seconds. Good evening. This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the grand jury. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. But it is private. And I intend to reclaim my family life for my family. It's nobody's business but ours. Even presidents have private lives. Je reconnais bien votre patte dans ce discours, John. Mais il a beau jeu de réclamer le respect de sa vie privée après l'avoir tellement mise en avant. En tout cas, malgré toutes leurs différences, j'ai l'impression que le point commun de Clinton et Nixon, c'est cette lutte visible entre le corps naturel et le corps politique. Une lutte de tous les instants, mais au terme de laquelle, pour Nixon comme pour Clinton, c'est le corps naturel qui finalement triomphe. Bien vu, Donna. D'ailleurs, les images de leur fin de mandat ne parlent que de ça. Regardez Nixon, qui lève les bras dans une mise en scène tragique. Il abandonne son corps politique et ne reste plus que ce corps contre lequel il avait tellement lutté et qui a finalement gagné la bataille. Et souvenez-vous aussi du petit film clin d'œil préparé par Clinton à la toute fin de son mandat. If they send me the bill in its present form, I will sign it. Okay. Any questions? Helen? Are you still here? Joe? It's 2:45. Anybody home? There's no one in the place except you and me. John? Maria? So set 'em up, Joe. I got a little story. I really think Bill has everything under control. Wait! You forgot your lunch! The president's schedule is just as busy as ever. He's just doing different things.
one more for the road. Won't you listen to me? I feel really bad for him. I wish there was something that would cheer him up. B9. You sunk my battleship. Yes! Le voilà qui se dépouille progressivement de tous les attributs du pouvoir et qui redevient un citoyen ordinaire dans une maison trop grande. Vous voyez, Donna, pour nous, la partie est serrée. Leadership et virilité empathique, exceptionnalité et normalité, vous comprenez quel est mon job. Faire que chaque pore de votre peau parle de ça à chaque Américain. Que les mânes du mont Rushmore nous protègent. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes bien loin de nos chers pères fondateurs, eux qui, plus que tout, se défiaient de la personnalisation du pouvoir. Gardons les pères fondateurs pour les discours. Vous n'êtes pas sculpté dans la pierre, Donna. Vous allez donner de votre corps vivant, rêveuse en chef, corps en chef. Et moi, je vous le dis, aussi vrai que je m'appelle John Dashville, je vais vous faire élire première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Au travail. On y va, présidente? C'est parti. Are you ready to go? Fired up! Let's go change the world! Une maison blanche où elle va entrer, elle sera notre leader né. Elle a traversé toutes sortes de défis et saura mieux comprendre notre vie. Elle est bien des nôtres, mais c'est voir plus loin. Avec son joli minois de l'Illinois, de l'Amérique elle sera la voix. Donna, 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 toujours on te soutiendra. Donna, 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 Washington c'est fait pour toi.